Promenons-nous dans les bois, tant que le loup n'y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Promenons-nous dans les bois, tant que le loup n'y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Tu es prête? Oui. Voilà le panier. Fais attention, il y a l'enveloppe avec la pension. Oui, maman. Attends, prends ça. Comme ça, je serai un peu avec toi. Il était une fois une fillette tout de rouge vêtue. Chaque semaine, il lui fallait quitter la maison maternelle car il en avait été décidé ainsi. Il était aussi une jeune femme tout de rouge vêtue, appelée à braver le loup au détour d'un chemin. Un conte pour les uns, pour d'autres, une réalité inquiétante. C'est dans cette double histoire que nous vous invitons à cheminer. Mon nom est sans importance. Je suis un des nombreux pères à avoir vécu ce qu'est la justice aux affaires familiales en Angleterre. Il est aujourd'hui des hommes en rouge, déguisés en Père Noël ou en super-héros, qui envahissent petit à petit nos écrans. Peu nombreux, mais bien organisés via Internet, ils interpellent nos médias, bousculent nos législateurs et nos magistrats, en appellent à l'opinion publique. Après l'Australie, les États-Unis, le Canada, ils débarquent en Europe. Ce sont les militants des droits du père. Là, c'est moi lors d'une manifestation en février. Je suis déguisé en Batman sur une passerelle d'autoroute. Ce jour-là, on a bloqué 4 artères du centre de Londres. Nous voulions attirer l'attention sur le fait que dans ce pays, les pères ne peuvent pas voir leurs enfants. Eh bien, le MBEP est le fruit d'une initiative individuelle. C'est un papa qui, un jour, s'est dit « Moi, je bosse, moi, je ramène l'argent, moi, je fais le service militaire. » Et lorsqu'il y a éclatement de famille, les enfants vers ma femme. Donc, il a vraiment senti une discrimination. Donc, il a envoyé une annonce dans un journal à Liège, et c'est là où est parti le mouvement en 1982, disant que, parlons de discrimination. Et il a trouvé des membres. Des gens trouvaient qu'il y avait une exploitation, dit-on, du sexe masculin. Notre organisation est implantée dans toute l'Allemagne. Nous sommes présents dans toutes les villes. Nous avons fondé cette association fin 88. L'un de nos principaux objectifs est d'obtenir enfin l'égalité des droits entre les hommes et les femmes. Alors, en France, il faut savoir que dans 85-90% des cas, en cas de séparation, l'enfant est confié à la mère. Il y a très peu de pères qui ont la garde de l'enfant. Et on commence à voir un petit peu se développer la résidence alternée qui a été mise en place en 2002. Mais dans 85% des cas, c'est la mère qui a la résidence de l'enfant. Nos revendications sont très simples. L'égalité. Nous voulons l'égalité avec les femmes en matière d'accès aux enfants. Nous voulons la garde des enfants à 50-50 entre les deux parents, pour commencer. Et donc aujourd'hui, les hommes n'acceptent plus d'être écartés de leurs enfants. Nous nous organisons, nous nous efforçons de modifier la réglementation en vigueur. Nous voulons avoir les mêmes droits que les mères. Moi, j'ai tendance à dire qu'aujourd'hui, ce qu'il faudrait en politique familiale, d'abord, c'est écouter les hommes. La mère est dans un lien qui est évidemment fusionnel avec l'enfant, dans lequel elle perd toute objectivité. Il importe derrière, bien évidemment, de soutenir la place du père, d'où toute cette association qui se donne le père exclu, les pères en avant, il faut défendre le père, la condition du père. Il faudrait leur laisser la parole parce qu'ils ont des choses à dire qui sont essentielles pour l'enfant. Et si, dans une séparation, les magistrats se disaient tout simplement, on va demander au père comment on organise, à lui. En fait, sous le masque de père se cachent les intérêts d'hommes,
Ce qu'on appelle les mouvements de père, c'est, disons, la branche paternelle du mouvement masculiniste. Le mouvement masculiniste, c'est un mouvement de résistance à l'égalité, c'est un mouvement de défense des privilèges masculins traditionnels et d'extension des privilèges masculins à de nouveaux privilèges. C'est un mouvement de droite, comme il y a eu des mouvements de droite dans les enjeux raciaux, par exemple. Il y a eu le Ku Klux Klan qui a défendu les privilèges des Blancs lorsque les Noirs ont commencé à avoir eu des droits. On voit aujourd'hui les femmes et les enfants se voir reconnaître des droits par la société et les privilégiés d'hier et de demain, malheureusement, s'organisent. Et donc, le masculinisme, il va surtout, au nom de l'égalité des droits, il va surtout créer subtilement des lois qui apparaissent égalitaires, mais qui, de facto, vont redonner aux hommes plus de pouvoir. Alors, entre autres, les masculinistes veulent reprendre le pouvoir sur les enfants. Les masculinistes, je crois finalement que sont des hommes qui n'aiment pas tant que ça leurs enfants. Ce qui leur importe, c'est surtout que leur femme ou leur ex-femme n'ait pas plus de droits qu'eux. Solange wir unsere Kinder nicht sehen oder unregelmäßig sehen, solange werden wir auf die Straße gehen und werden die Verantwortlichen dieses Staates nicht zur Ruhe kommen lassen. Und das ist auch gut so. Jetzt geht's los! Jetzt geht's los! Jetzt geht's los! Les personnes qui achètent la nourriture, les personnes qui paient le loyer, les personnes qui paient le médecin, les médicaments, qui achètent les bottes d'hiver, qui s'occupent finalement des besoins réels des enfants, sont les personnes qui sont discriminées dans ce système où les familles sont si peu soutenues. Et ce sont très majoritairement les mères. Et ce sont très majoritairement les mères par choix des pères qui réclament très rarement la garde physique et qui paient très rarement la pension alimentaire. Ici au Canada, c'est 20% seulement des pensions alimentaires qui sont payées au complet et en montant suffisant pour subvenir aux besoins des enfants après une rupture. Alors non, les femmes n'ont pas du tout, loin de là, et surtout les mères n'ont pas du tout atteint les privilèges qui sont ceux des pères. Moi, quand je me promène à Montréal ou à Québec, je regarde qui attend l'autobus et qui passe en voiture devant elle. C'est peut-être la preuve d'à quel point les hommes sont au pouvoir, conduisent leur BMW et passent très rapidement devant l'arrêt d'autobus où une femme attend avec ses enfants surchargés de cabas et d'emplettes. L'homme, lorsqu'il se sépare, qu'il n'y a pas la garde de l'enfant, premièrement, il redevient célibataire. Son taux d'imposition vient d'augmenter. Cette différence-là, le gain que l'État fait, il le verse à la mère. Ce n'est pas de l'argent neuf, il le verse à la mère. Deuxièmement, l'homme, s'il veut avoir le célibat, parce qu'il est célibataire, s'il veut avoir droit à des avantages, parce que c'est très subtil. Encore aujourd'hui, on me disait, ben, écoutez, les allocations familiales vont être aux parents qu'à la charge. Je dis, écoutez, moi, je paye 12 000 $ par mois de pension alimentaire. La mère, elle ne travaille pas. Je pense qu'il est à ma charge. Elle dit, non, non, c'est pas ça. Ben alors, c'est quoi? Je n'ai pas le droit d'avoir ni des déductions, ni des avantages, rien. Et c'est l'autre parent qui a tous les bénéfices. Alors, le jeu se trouve là. On va utiliser l'enfant pour avoir des bénéfices financiers. Et puis les gens ont aussi d'autres soucis avec le chômage et tout ça. Il ne faut pas oublier que le divorce constitue également un facteur de chômage. Parce que les hommes qui doivent verser des pensions alimentaires s'éclipsent volontiers dans des systèmes d'économie parallèle. Ils préfèrent démissionner de leur travail car ils savent qu'ils devront verser 80% de leurs revenus à leur partenaire. Alors ils se disent, pour ne plus payer la pension, je vais travailler au noir, poser du papier peint ou faire du repassage. Au moins, il me restera un peu d'argent pour moi. Maintenant, dans les faits, les problèmes de part contributive, de pension ou de prestation de ce qu'on fait payer, c'est inadmissible et on demande que ce soit purement et simplement abandonné. Mais le modèle idéal, ce serait celui où les deux parents pourvoiraient chacun pour moitié aux besoins de l'enfant. Les avantages de ce modèle seraient que chacun, la mère comme le père, pourrait bénéficier d'une aide financière,
autrement dit toucher des allocations familiales, ce qui impliquerait également un changement au niveau des impôts. On vient d'écrire au ministre du logement en France pour lui demander qu'on prenne en compte la situation des pères divorcés pour qu'ils accèdent, en cas de divorce ou de séparation, le plus rapidement à un logement social. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'en cas de divorce, au niveau des logements sociaux, les pères aient une priorité pour obtenir des logements sociaux. À mesure que les associations de femmes et les mouvements pour la justice sociale ont réussi à obtenir des mesures de soutien social pour les familles défavorisées, qui sont très souvent les familles qui ont vécu une rupture, les pères, certains pères en tout cas, les plus envieux, ont réclamé que l'on tienne pour acquis que les pères s'occupaient autant des soins aux enfants que les mères, avant la rupture et après la rupture. Et ils ont donc réclamé que soit instituée la garde partagée comme règle, comme norme, comme référence pour toutes les questions d'attribution de privilèges comme des déductions fiscales, des allocations de logement, la pension alimentaire, bien sûr. C'est-à-dire que si le père est présumé s'impliquer autant dans le soin des enfants que la mère, bien à ce moment-là, la pension alimentaire disparaît. C'est très payant. C'est énormément d'argent, c'est énormément de déductions fiscales, ce sont l'accès à des logements dans des circonstances où il devient très difficile d'avoir accès à des logements modiques. Moi, je connais des hommes qui, sans s'occuper autant de leurs enfants que la mère, profitent d'un logement subventionné, profitent d'une assistance sociale parce qu'ils ont obtenu que la société les considère comme étant en garde partagée. Finalement, ils se présentent comme des défenseurs de la veuve et de l'orphelin, les femmes étant un peu les loups et eux devenant les chaperons rouges. Je vous remercie pour tout, mais finalement, je vais continuer toute seule. Je viens de reconnaître le chemin que je prenais toujours quand j'étais petite pour aller chez grand-mère. Merci encore. Vous êtes sûr? Je peux vous déposer, ça ira plus vite. C'est vraiment gentil, mais ça va aller. Je vous remercie, au revoir. Non, attendez! Les pères ont de grandes difficultés lorsqu'il y a séparation. Ils ont à surmonter un grand nombre d'obstacles. D'abord, la rupture familiale est douloureuse, mais ensuite, elle est suivie par un autre traumatisme que j'appelle la mise en procédure de la vie familiale. C'est-à-dire le fait que le système judiciaire soit saisi du problème familial ajoute vraiment un traumatisme supplémentaire. Pauvre papa, lui, une fois qu'il a tout payé un avocat, payé la pension alimentaire, sera classé parce que probablement il a perdu son emploi, il a fait faillite parce que, il passe à travers tout ce que j'appelle la machine à saucisses. Et c'est un tel fardeau psychique que chez les hommes divorcés, le risque de suicide est 6 fois plus élevé que la normale. Le divorce crée une situation quasiment ingérable sur le plan psychologique. Tous les psychologues vous le diront. Les masculinistes vont instrumentaliser la souffrance masculine à partir du principe implicite qu'un homme ne devrait pas souffrir à cause d'une femme. C'est jamais dit en tant que tel, mais on traite la souffrance masculine comme un scandale. C'est quand même assez frappant. C'est comme si la souffrance des femmes était normale et la souffrance masculine, elle, était un crime de lèse-majesté. Alors, on joue évidemment sur les cordes sensibles du public, mais en même temps, on fait passer le message qu'un dominant a perdu des droits et c'est pas normal. Donc, on va suggérer évidemment que cette souffrance-là est injustifiée et qu'il suffirait de changer ceci ou cela à la loi. Aux États-Unis, par exemple, en cas de divorce, le partenaire ne peut pas aller s'installer dans un autre État fédéral.
Il doit rester dans un périmètre raisonnable. Alors qu'en Allemagne, il arrive souvent que la femme déménage à 800 km pour recommencer sa vie à zéro. Sans compter toute cette littérature de gare qui parle toujours de ce nouveau départ. Bah nous, ce qu'on souhaiterait, c'est que lorsqu'il y a un des parents s'éloigne du lieu où habite l'enfant, bah que ça soit ce parent-là qui en prenne les conséquences, qui en ait les conséquences. C'est-à-dire que la résidence de l'enfant soit fixée au lieu où le parent n'a pas déménagé, où l'enfant vivait, et que si éventuellement il n'y a pas de possibilité, dans ce cas-là, que les frais qui sont occasionnés à l'autre parent pour exercer son droit de visite soient mis à charge du parent qui a déménagé, de celui qui a pris la décision de s'éloigner. Si l'un des parents décide de déménager, que ce soit pour le travail ou pour rompre le contact avec son ex, bien, qu'il le fasse. Mais il laisse l'enfant ou alors il reste dans le secteur. Et je suis franchement pour que le périmètre géographique soit limité. Il y a des pères, c'est clair, qui ne supportent pas du tout que leur compagne s'éloigne d'eux, qui ne supportent pas la séparation, et qui vont tenter de maintenir une emprise par la demande de la résidence alternée, ou qui vont essayer de faire souffrir leur ex-compagne à l'endroit où ça fait le plus mal, c'est-à-dire au niveau de la relation mère-bébé. On va voir aussi qu'un certain nombre de ces masculinistes, quand l'enfant est chez eux, ils le confient à leurs propres parents, ou bien, ils s'en occupent pas si bien que ça, mais ce qui compte, c'est d'avoir gagné, et que surtout, la femme n'apparaisse pas comme ayant un centième de pouvoir en plus qu'eux. Il y a même un certain nombre de ces masculinistes qui qui exigent une garde alternée, mais quand elle est décidée par un tribunal, ils ne l'appliquent pas. Mais ils laissent quand même l'enfant chez la mère, mais ils ont alors le pouvoir de laisser la mère avec beaucoup plus d'incertitude, de ne jamais très bien dire quand ils vont venir prendre l'enfant ou pas le prendre. Et alors ils ont aussi des victoires financières, parce qu'ils n'ont plus de pension alimentaire à payer, et donc ils ont bien embêté leur femme. Ça, c'est intéressant. C'est ça le masculinisme. Mais ces masculinistes-là, qui sont souvent des intellectuels puissants, avec des bons statuts dans la société, ils ne giflent pas leurs femmes. Ils se servent d'armes bien plus redoutables pour mettre leur ex-épouse KO. Un des éléments les plus dangereux des revendications masculinistes, c'est celui d'accorder un droit de veto à des hommes, à tous les hommes, du moment qu'ils sont pères, sur les choix de mobilité des femmes. Il y a des femmes qui doivent échapper à des hommes violents, il ne faut pas se le cacher. Il y a des femmes qui doivent, pour obtenir un salaire décent, déménager, aller vivre dans une autre ville. Les pères, désireux d'entraver la liberté des femmes, se servent actuellement des tribunaux et obtiennent assez facilement des restrictions à cette mobilité-là. Lorsqu'une femme divorce, elle devient doublement marginalisée et devient une cible facile pour des mouvements de droite comme le lobby masculiniste. On va facilement attribuer à l'absence du père des effets pervers qui sont dus en fait à la pauvreté, et pauvreté qui est due au fait que les pères refusent de payer la pension et refusent de soutenir réellement leur ex-famille. Lorsqu'à la suite d'un divorce, un enfant est obligé de déménager avec sa mère, c'est l'un des pires crimes que l'on puisse commettre. Les enfants sans père, les enfants élevés sans l'influence d'un père, ont une probabilité bien plus grande de tomber dans la drogue, le crime ou la prostitution. Toute cette délinquance juvénile. 80% des mineurs qui seraient en prison seraient issus de familles monoparentales. On voit aussi que des gros problèmes de gens qui pètent un peu les plombs quand on regarde. C'est des gens qui ont été élevés par une mère sans père.
Donc nous, on a tendance à dire quand même que tous ces éléments-là montrent que lorsqu'il n'y a pas de père, eh ben, ça pose problème pour l'adulte ensuite. Les enfants qui grandissent dans des familles monoparentales apprennent moins bien à l'école. Ils finissent plus souvent délinquants, toxicomanes, etc. Les statistiques ne manquent pas. Les conséquences sociales de ce droit au divorce sont énormes. On peut dire que de confier la garde à la mère avec tous les pouvoirs, c'est de la non-assistance à personne en danger. Surtout pour les familles matures, celles qui ont des problèmes de pouvoir face à plus fort qu'elles. La tentation est énorme. On voit alors des poupées se transformer en caricatures staliniennes toutes puissantes. Donc, les mères autonomes, les mères qui composent finalement avec un certain égoïsme masculin et qui élèvent quand même des enfants, sont tout de suite traités comme des monstres et très facilement on leur lance la pierre, entre autres en s'appuyant sur la longue tradition de la psychologie de blâmer les mères pour tous les problèmes des enfants, comme si les pères ne pouvaient avoir qu'une influence favorable, alors que des recherches démontrent au contraire que la violence exercée par les pères a des effets extrêmement délétères sur la future délinquance des enfants et sur leurs problèmes psychosociaux. Les hommes se sont faits à l'idée qu'on attend d'eux force et esprit de décision. Mais maintenant, il faut gérer des situations d'infériorité. Alors ce qu'ils ressentent, c'est un énorme sentiment d'impuissance. Les uns réagissent en s'effondrant intérieurement, en niant la réalité, ou au contraire en l'acceptant sans dire un mot. D'autres vont réagir avec une extrême vigueur. Enlève mes enfants. Si je ne suis pas violent, si je ne suis pas frustré, je ne suis pas un homme. C'est aussi simple. Et le gars qui ne réagit pas, qui s'écrase parce qu'on lui enlève ses enfants, il ne mérite pas d'être un père, il ne mérite pas d'être un homme. La femme n'est plus dans la maison, les meubles ne sont plus là et les enfants ne sont plus là. L'homme se retrouve tout seul. Et il se dit, je ne comprends pas, j'ai toujours été là pour la famille, je travaillais même 16 heures par jour pour eux. C'est d'ailleurs là le problème. Finalement, son univers s'effondre, et voilà les rapports de violence. Naturellement, ces hommes vont vouloir combattre ce sentiment d'impuissance, en essayant de retrouver leur femme, pour se venger. Et c'est une situation tellement frustrante que ce n'est pas étonnant que certains pères ripostent et deviennent violents. Ce n'est pas étonnant que certains pères tuent leurs enfants, puis se donnent la mort comme pour protéger leurs enfants de leur ex-partenaire. Nous autres, en québécois, on dit on lui pète une fusible. Bon, il se tire une balle dans la tête. On en a 1400 à peu près, comme ça, annuellement. Pas tous des pères, mais quand même une bonne partie. Où il tue femme et enfants, il se tue par après. C'est Nietzsche qui disait, pour un homme, il vaut mieux le néant que l'absence de sens. Ça amène des hommes à se donner la mort. Ça amène des hommes à tout détruire. On a vécu ça à côté de chez nous, à Vorep, une petite ville à côté de Grenoble, où il y avait un homme a tout simplement tué sa compagne, les 2 enfants de sa compagne qu'elle avait eus d'une précédente union, et puis il s'est donné la mort à lui derrière. Le seul survivant, c'est l'enfant du couple qui n'avait que 10 mois. Et en fait, dans ce drame, on s'est rendu compte que cette femme venait se séparer de cet homme. Je ne sais pas pourquoi ces hommes vivent la séparation comme un abandon insupportable. Ce que je sais, c'est que bien avant la loi de mars 2002, j'avais vu un certain nombre de femmes venir me dire qu'elles avaient été menacées de mort, ou que le père menaçait de se suicider en tuant son enfant au moment de la séparation, si elle partait ou si elle n'acceptait pas la résidence alternée. Et elles avaient été tellement menacées qu'elle n'avait pas osé le dire au juge. Donc le juge des affaires familiales statuait sans connaître cet élément important. Ce n'est heureusement pas le cas de toutes les situations, mais c'est plus fréquent qu'on le croit.
Des enquêtes faites au Québec au moment où on tenait encore compte des motifs pour lesquels le divorce était demandé ont établi que plus de 55% des divorces demandés par des femmes l'étaient pour violence physique et psychologique. Une violence dont on sait qu'elle s'accroît au moment de la séparation et de la rupture. Les recherches menées ces 10 dernières années sont très claires sur ce point. On a observé le niveau de violence existant dans les relations hommes-femmes alors qu'ils vivent encore ensemble, qu'ils soient mariés ou en union libre. Il est fréquent que ces relations comportent déjà un certain degré de violence ou d'abus. Mais immanquablement, ou presque, lorsque la femme quitte l'homme, et cela peut lui prendre des années avant qu'elle en soit capable, les risques encourus par cette femme augmentent. Cela a été vérifié en Amérique du Nord comme en Europe. Et ce risque, c'est celui d'une amplification des violences subies, ce qui fait que vous avez bien plus de chances d'être grièvement blessé par votre partenaire ou votre mari une fois que vous avez quitté la relation que si vous étiez resté avec lui. Et cette menace va persister, pas seulement quelques jours ou semaines, mais des mois, des années pendant lesquelles l'homme va sans cesse chercher des occasions pour violenter son ex-épouse ou son ex-compagne. Et ça peut arriver très tard, et ça peut arriver même lorsque le père a obtenu la garde des enfants. Il faut bien comprendre que souvent le père va essayer d'obtenir de la garde ou des droits d'accès comme façon de stabiliser le couple et d'empêcher la rupture. Et encore récemment, au Canada, un homme a tué ses 2 enfants dont il avait obtenu la garde parce que finalement, il se retrouvait dans une situation où il n'avait pas récupéré le contrôle sur sa conjointe et où il était incompétent pour s'occuper de ces enfants-là parce qu'il n'avait jamais fait le travail avant la rupture. On a un groupe donc, qui agit, qui s'appelle les Black Shirts, et puis qu'eux vont aller faire des interventions d'intimidation directe donc, auprès des femmes qui se sont séparées et qui ont la garde des enfants. Donc, ils vont arriver masqués avec le bandana, avec la cagoule, tout habillés en noir, à peu près comme les milices nazies étaient. Et puis, donc, ils vont aller intimider directement les femmes pour finalement leur donner des répercussions négatives à cette séparation-là. La violence des groupes masculinistes aujourd'hui déborde la sphère privée. Au harcèlement physique intime que vivent une majorité de leurs ex-conjointes, les membres des lobbies des pères ajoutent une violence symbolique contre la société tout entière. Et cela va bien au-delà des manifestations hautes en couleurs que nos télévisions filment complaisamment. On a vu des palais de justice être aspergés de fumier liquide par des masculinistes américains, des bombes explosées en Australie devant la maison de juge. On a vu le premier ministre britannique être aspergé de farine. On a vu des avocats être agressés. Ici à Montréal, un masculiniste qui était particulièrement violent a agressé à la matraque l'avocat de son ex-conjointe. Et bien sûr, c'est une violence qui reflète la violence secrète que vivent les conjointes et les enfants dans bien des cas de ces hommes-là. Ça, c'est notre commando à la Chambre des communes. Ce jour-là, 2 de nos membres ont bombardé Tony Blair avec des préservatifs remplis de poudre violette. On est encore chanceux qu'on n'a pas eu des coups d'éclat où on tuait un juge, on tuait... Bon, on n'est pas rendu jusque-là. Et je ne voudrais pas qu'on se rende jusque-là. S'il n'y a pas de changement, il va y avoir une tête brûlée quelque part qui va faire des coups d'éclat. Fathers for Justice n'est pas prêt de quitter la scène. On ne va pas stopper nos actions, ni nos coups d'éclat, ni le recrutement. Nous ne partirons pas tant que notre projet de loi ne sera pas adopté et appliqué à 100%. On a eu une élection partielle dans le nord de l'Angleterre et nous avons présenté notre propre candidat, Paul Watson. Nous en avons profité pour nous faire un peu de pub, avec des actions de soutien à notre candidat. Et pendant le décompte des voix, Paul a lui-même balancé de la poudre violette sur la maudite tête de la candidate en tête de scrutin. Cette femme jouit de l'égalité des droits au travail, de l'égalité des droits en politique. Le soir des élections, Fathers for Justice a jeté de la poudre violette sur sa tête en signe d'égalité des droits de la famille. On l'a traitée équitablement ce soir-là. Mais là, elle n'a pas aimé ça, l'égalité.
C'est une avocate spécialisée en droit de la famille. Son travail consiste à séparer les enfants de leur père. Et à présent, elle veut faire de la politique. Nous essayons de décourager les avocats en droit de la famille d'entrer en politique, car ils s'opposent à ce que nous voulons. Donc, ils vont aller intimider ces femmes-là, vont aller les menacer, leur nuire, en disant que ce sont elles qui mènent un combat contre la justice et que eux, grands justiciers, vont s'assurer de les remettre à leur place. Je crois que les hommes n'ont jamais réellement accepté le message essentiel du féminisme. Et certains mouvements de pères en sont la preuve. Il y a des hommes qui n'ont jamais vraiment admis que les femmes soient libres de décider de leur vie. Ils sont furieux quand ils s'aperçoivent que les femmes peuvent divorcer si facilement. Du fait de l'émancipation des femmes, qui ne cesse de focaliser l'attention des politiques depuis les années 70, les femmes ne sont plus obligées de vivre avec leur conjoint. Elles peuvent rester dans le mariage pour des raisons purement matérielles, mais aussi décider d'y mettre un terme. On entend de plus en plus d'hommes dire qu'ils ont été quittés par leurs femmes. Contrairement à la rumeur, ce ne sont plus les hommes qui quittent le domicile conjugal, mais les femmes. Les 3/4 des divorces aujourd'hui sont demandés par des femmes. Parce que bon, elles ont de plus en plus d'indépendance, financièrement et professionnellement, donc elles peuvent se permettre de partir quand elles veulent maintenant. Si aucun des deux partenaires ne tire bénéfice du contrôle complet sur les enfants ou sur les biens du couple, alors autant faire en sorte que le mariage fonctionne. En tout cas, ce n'est pas si avantageux que ça de quitter le mariage. D'ailleurs, dans les pays où on applique la résidence alternée, ou ceux où les pères conservent d'office la résidence des enfants, le taux de divorce est bien plus bas. Le père sert d'alibi moral à l'homme, et à l'homme qui veut préserver les privilèges qu'il tire de son rapport de couple. Il faut bien comprendre que lorsque un homme est acculé au divorce parce que la femme a droit de divorcer, il perd une ménagère, une bonne, une cuisinière, une maîtresse, une infirmière, etc., etc. Un homme qui pensait être entretenu jusqu'à la fin de ses jours par le travail gratuit de sa conjointe doit soudainement retrouver une responsabilité dont il ne veut pas. Et il réclame actuellement à la société que ses prérogatives viriles soient protégées. Et je pense que l'enfant est instrumentalisé dans cette bataille-là qui est menée essentiellement contre les droits des femmes. Effectivement, il nous arrive de constater que le fait de demander une résidence alternée, pour le père j'entends, ou de demander une résidence chez lui, parce que ça existe aussi, donc une résidence chez le père, provient du fait de maintenir l'épouse, la compagne, dans une certaine terreur, si je peux dire, c'est-à-dire on entretient la terreur qu'on faisait un petit peu régner avant. C'est moi qui obtiendrai l'enfant, c'est pas toi. Tu as voulu mettre fin à notre vie commune, tu vas voir ce que tu vas voir. C'est comme si on supprimait le droit au divorce, pratiquement. On enlève aux femmes le droit de se soustraire à l'autorité du père des enfants, sous prétexte que c'est dans l'intérêt de l'enfant, ce qui est absolument faux. Poussant jusqu'à l'absurde leur logique d'égalité, des masculinistes revendiquent une part égale dans l'enfantement. Au nom du père, voilà qu'ils remettent en cause le droit des femmes à disposer de leur corps. Aux États-Unis et au Canada, ils réclament déjà un droit de codécision en matière de grossesse et d'avortement. En Europe, ils en sont pour l'heure à la réappropriation symbolique de la grossesse. Cette affiche, placardée dans tout Hambourg, fait la fierté d'une association de pères allemands. Les hommes ont tous réagi de façon positive. Nous n'avons pas reçu une seule critique de la part des pères. En revanche, ils disaient « C'est super, vous avez vraiment mis le doigt sur le problème, tout en étant un brin provocateur. C'est génial. » Et puis c'est vrai qu'il arrive que le père ait des symptômes similaires à ceux éprouvés par la femme enceinte. Sans attraper un gros ventre pour autant, il peut être sujet à des dépressions, à des changements d'humeur, exactement comme une femme.
il y a une différence entre un homme et une femme et je trouve que les associations de pères essayent de dire, en tout cas un certain nombre de pères, qu'un homme et une femme, ça n'a pas tellement de différence. Les femmes ont un utérus, elles ont la capacité d'être enceintes et elles ont la capacité d'allaiter. Et les hommes n'auront jamais cela. Alors, eh bien, ils ne peuvent pas régler ce problème de différence irréductible en disant que la grossesse, ils y participent à 50-50. Ça n'est pas vrai. Le droit à la reproduction, c'est un droit qui est exclusivement féminin. Elles peuvent avorter sans avoir l'autorisation du géniteur. Elles peuvent garder l'enfant sans son autorisation. On n'a pas le droit. La Cour suprême a statué là-dessus. Alors donc, sur la procréation, donc pas juste avoir l'enfant, mais procréer, le droit sur la procréation, le droit sur notre enfant, on ne l'a pas. On a l'obligation, le devoir de nourrir et pas payer la pension alimentaire par après et de voir son enfant jusqu'aux 15 jours. Ça, on a le droit. Mais le droit sur la procréation, on ne l'a pas. Et la femme l'a. Donc, quand on parle d'égalité, qu'on entend les groupes féminins dire on veut l'égalité, etc., mais c'est bon pour l'un, mais c'est pas bon pour l'autre. En décembre 99, je reçois une carte postale postée d'Italie. D'un côté, il y avait un dessin, vous voyez, un ragazzo italien avec Santiago, jean, gilet, posant la main d'un air paternaliste sur le ventre de sa copine, en disant là, et puis il y avait une légende, là il y a notre bébé qui a le droit de vivre comme sa maman, moi, son père, j'ai une responsabilité, j'ai des devoirs envers lui. On se dit bon, c'est une carte postale de propagande pour que les garçons italiens ne mettent pas les filles enceintes sans assumer la suite des opérations, hein, leur responsabilité vis-à-vis de l'enfant. Et puis on tourne la carte. Alors c'est là que le texte est extraordinaire, il doit être cité. Dans la perspective d'un bon travail pour l'an 2000, nous attendons que dans votre activité parlementaire, vous œuvriez ainsi aussi pour les valeurs de la dignité humaine, ça tout le monde ne peut pas être contre, parmi lesquelles le droit des pères vis-à-vis des enfants conçus. Pas les devoirs, les droits. Donc ce geste que j'avais pris pour un geste de tendresse de l'homme qui pose sa main sur le ventre de la femme, c'est en fait le geste du mac, de propriétaire du corps de la femme, qui renvoie à un très vieux modèle d'origine latine, mais qui est dans le code de Napoléon, qui considère que le bébé, ou plus exactement l'embryon, est le produit du père. Le fruit du père. Stephen Hone was a young man. Stephen Hone est un jeune homme dont la petite amie était tombée enceinte de ses œuvres. Mais elle ne voulait pas garder l'enfant. Comme il s'opposait à ce qu'elle avorte, il a fait passer l'affaire devant les tribunaux. Il espérait ainsi créer suffisamment de pression sur sa petite amie pour la faire changer d'avis. Ce faisant, il lui montrait aussi combien il tenait à elle et à leur bébé. C'est ainsi qu'il a contacté l'association Pro-Life Alliance et que nous l'avons aidé à porter l'affaire devant les tribunaux. Stephen Hone était extrêmement préoccupé par la place des pères dans le droit anglais et son combat, il l'a aussi mené pour revendiquer un droit de regard des pères sur ce qu'il peut advenir de leur bébé pendant la grossesse de leur compagne. Voilà. Alors, dans certains pays, on est en train d'aller encore plus loin. On dit, puisque je devrais payer de mon argent un enfant que j'aurais fait involontairement, eh bien, je dois avoir le droit d'interrompre ou d'interdire d'interrompre une grossesse à laquelle j'ai participé. Et alors là encore, c'est complètement scandaleux.
Parce que le ventre, c'est celui des femmes. C'est pas pour un sperme qui s'est promené indûment trop en dehors des canaux dans lesquels la contraception a essayé de le contraindre que brutalement la paternité biologique permet un contrôle sur le ventre des femmes. Ça, c'est comme totalement scandaleux. Je peux pas accoucher. Je peux pas avoir des enfants, je peux pas être menstrué, je peux pas avoir des crises de SPM qui peuvent m'excuser mes sautes d'humeur. C'est de la discrimination. Je vis perpétuellement la discrimination. Puis écoutez, là, que les femmes viennent me dire que dans le temps, elles pouvaient pas faire ça, qu'elles étaient discriminées dans le temps, puis elles ont le droit de vivre des corrections. Moi, je dis toujours, quand on retourne dans le passé, parce que les femmes ne pouvaient pas travailler, les femmes étaient au second plan, moi, je dis toujours, écoutez, Adam, il était bien au paradis, hein? Jusqu'à temps qu'il y ait eu une femme qui est arrivée. Puis là, depuis ce temps-là, il souffre, pauvre gars. On peut même dire qu'ici, dans l'association, on a à peu près même 10% de femmes. Et en plus, leur situation, à la rigueur, en tant que parents secondaires, est même pire que la nôtre. Ici, elles se retrouvent avec tous des hommes qui leur ont un discours anti-femmes, parce que c'est quand même... en tout cas, en privé, c'est quand même, je veux dire, notre sentiment. Je veux dire... quand même. Les mères de nos enfants, ici, nous avons l'habitude de les appeler nos Blanches-Neiges. Donc, pour éviter... Hors caméra, monsieur nous avouera qu'en fait, le terme utilisé, c'est « les salopes ». D'où le rire de ses camarades, soulagés sans doute que le vilain mot n'ait pas été proféré. Le loup démasqué, peut-être est-il temps de reprendre la parole, nous, la majorité silencieuse. In nomine Patris, au nom du Père. Je pense que c'est très important que les pères qui font réellement, et il y en a, le travail parental à égalité avec leur conjointe, commencent à prendre la parole et réclament de ne pas voir le lobby masculiniste parler au nom de tous les pères ou au nom de tous les hommes, ce qui est absolument faux. Ce qu'on appelle les nouveaux pères, j'en suis un personnellement, que je m'occupe de ma fille. Je connais beaucoup d'autres jeunes pères qui s'occupent de leurs enfants. Et puis ce ne sont pas ces hommes-là qui vont dire que le féminisme est allé trop loin. Au contraire, souvent ils vont dire que c'est grâce au féminisme qu'ils peuvent s'occuper de leurs enfants aujourd'hui, qu'ils peuvent ne plus avoir la pression d'être des pourvoyeurs, d'être des patriarches, mais qui peuvent tout simplement s'occuper de leurs enfants avec leur conjointe. Et je pense qu'il est plus que temps que ces hommes-là prennent la parole puis disent aux masculinistes conservateurs vous parlez pas pour nous autres, puis on en a marre finalement. Nous, on veut continuer avec les femmes dans le chemin qui sont tracés. Puis c'est pas vos vieux discours conservateurs qui vont nous arrêter. En fait, je ne suis pas père.